Salut, bienvenue dans ce cours où tu vas apprendre à créer une pipeline de données complète gratuitement sur ton ordinateur. Ensemble, on va construire un système d'ingestion pour extraire les données de l'API Notion en Python. On va mettre en place un système de stockage pour les sauvegarder dans une base de données SQLite. On va initialiser Metabase avec Docker et créer un dashboard. Le tout automatisé avec une orchestration simple en utilisant des cron jobs. On va couvrir plein de technologies. Du Python, du SQL, les requêtes API, Docker, des scripts de rafraîchissement automatique. Si c'est ta première fois, ça va être intense. Mais le cours est fait pour que tu puisses suivre même avec peu d'expérience. Pour ce qui est du projet, j'ai créé un template sur Notion pour garder une trace des apprentissages en cours et suivre leur progression. Tu pourras le dupliquer gratuitement et l'utiliser. On va ensuite s'en servir pour en extraire les données à travers l'API de Notion et créer un dashboard Metabase pour que tu puisses suivre ta progression. Ce premier projet, cette première pipeline, elle servira de base pour plein d'autres projets. Je ferai d'autres vidéos où l'on couvrira d'autres concepts et technologies. On pourra y ajouter des transformations avec DBT, une pipeline de ML, même une extension Chrome. À vous de me dire ce que vous voulez. D'ici la fin de cette vidéo, tu auras appris les bases de plein de concepts fondamentaux dans le traitement et l'ingénierie de données. Tu auras tous les outils en main pour en faire un projet portfolio unique et utile. De plus, j'espère pouvoir démystifier suffisamment de concepts pour que tu puisses en alimenter ta créativité et imaginer tes propres projets avec les nombreuses API disponibles. Avant de commencer, ce tutoriel est fait sur Mac. Si tu es sur Windows et Linux, certaines commandes du terminal seront différentes. Il est très important que tu suives chaque étape. Donc ouvre ChatGPT ou Claude, explique-lui que tu suis un cours réalisé sur Mac depuis ton système et demande-lui d'adapter les commandes qui ne fonctionnent pas. Tous les concepts restent cependant identiques. Tout le code est sur GitHub, il y a un lien dans la description. Utilise-le si tu bloques ou si tu as envie de comparer ton avancement ou même si une partie est simple pour toi et que tu préfères directement avoir le code. C'est mon premier vrai tutoriel. Si tu trouves ça utile, fais-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, je suis en train de créer un cours complet pour aider les profils un peu moins techniques à comprendre ce qui se passe dans les infrastructures et créer des vrais pipelines de données en production. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, on commence. Bon courage à toi. Pour commencer le projet, on va d'abord regarder au template Notion, qui va servir de base de données pour tout le reste du projet. Déjà, Notion, si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel de prise de notes qui a plein d'autres fonctionnalités. Je ne vais pas faire la pub de Notion ici, mais si vous ne connaissez pas, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment sympa. Donc le template, déjà un template c'est quoi? Un template Notion, c'est une page que j'ai créée avec une database. Elle est très simple et vous allez pouvoir cliquer sur le lien qui aura dans la description de cette vidéo. Vous allez arriver sur cette page et vous allez pouvoir la dupliquer dans votre espace. Donc quand vous cliquez sur la page, il vous suffit de faire duplicate. Ça va charger votre Notion et vous allez pouvoir choisir un compte ou un workspace sur lequel ajouter cette page. Donc pour notre cas, on va l'ajouter à CotioDev Academy et on va l'ajouter ici. Et donc normalement, hop, vous allez avoir, moi je l'avais déjà dupliqué avant, mais vous allez avoir cette page qui va arriver dans vos templates. Et donc, vous allez pouvoir arriver ici. Et maintenant, vu que vous l'aurez dupliquée, elle sera plus connectée à ma page. Et vous allez pouvoir ajouter des choses et ajouter des learnings. Donc, le but de cette database, ça venait d'un problème dont j'ai fait l'expérience, qui est que je suis intéressé par plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai envie d'apprendre. Et je collectionne les vidéos YouTube, les livres et les blogs à lire dans plein d'endroits différents. Je n'aime pas du tout Google Sheet pour garder une trace de tout ça. Et je trouvais que Notion avait un côté assez visuel et agréable qui me plaisait. Donc comme vous pouvez le voir, chaque rangée est un apprentissage que j'ai envie de poursuivre, que ce soit un cours sur Udemy, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit un livre. Et chaque apprentissage a plusieurs propriétés. Donc la première propriété, c'est la source. Est-ce que ça vient de YouTube? Est-ce que ça vient d'un livre, d'un cours, etc. Le statut, est-ce que je l'ai commencé ou est-ce que je l'ai terminé? La priorité, c'est quelque chose de subjectif par rapport à mon état du moment. Est-ce que je trouve que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi de faire ou je peux le garder pour plus tard? Le scope, est-ce que c'est quelque chose de très long à faire ou est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire rapidement, donc un quick win? Moi, après, j'ai séparé avec un topic et un subject. Donc le topic, ça va être en général et le sujet va être plus précis.
On va avoir par exemple la data, et dans data, je vais avoir peut-être du data engineering, du business analytic, du SQL, etc. Date started si j'ai déjà commencé, et en général, si c'est une vidéo YouTube, j'aime bien mettre le lien pour y retourner rapidement. Maintenant que vous allez avoir dupliqué ce template dans votre Notion, vous allez avoir accès à tous mes learnings. Supprimez tout et remplacez ça par vos propres besoins. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça pour le moment, eh ben, vous pouvez juste utiliser ce que j'ai déjà créé pour cette vidéo et au fur et à mesure, vous allez pouvoir le remplir avec vos propres besoins. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller comprendre l'API de Notion. L'API, c'est ce que Notion va rendre disponible aux développeurs pour pouvoir interagir avec ce qu'on voit ici, donc nos pages, nos databases, nos templates, sans avoir utilisé le UI de Notion. C'est-à-dire que pour le moment, le seul moyen que j'ai de changer cette database ou d'accéder à ces informations, c'est de venir ici, de copier-coller, de rajouter manuellement. Mais Notion a créé un API pour permettre aux développeurs de faire tout ça avec du code. Et ça nous intéresse parce que ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est prendre toute l'information de notre database, la nettoyer et la visualiser dans un dashboard en utilisant Metabase. C'est la première étape et je vous montre comment faire ça. Donc, première chose qu'on va faire, pour utiliser cette API, on va devoir créer ce que Notion appelle une intégration. Donc, on va écrire notion.so, .profile, hop, integration, ok? Comme ça. En cliquant là-dessus, vous allez arriver sur une nouvelle page où il faudra sûrement vous identifier avec votre compte Notion et où il y aura votre profil, une analytique, vous pouvez faire plein de choses, mais surtout ce qui nous intéresse maintenant, c'est le listing intégration. Donc ici, moi ça c'est ce que j'ai utilisé pour faire un premier test, où ça sera vide, on va créer une nouvelle intégration. Donc, Learning Analytics, ça me semble pas mal. Associate Workspace, vous choisissez le workspace dans lequel vous avez fait la copie du template. Et type internal ou public, étant donné que vous ne voulez pas que cette API soit accessible à d'autres gens que vous, pour le moment on va le garder en tant que internal. Hop, moi je vais remettre la petite photo de CotioDev, et juste comme ça, on sauvegarde. Donc maintenant, on va aller dans les Integration Settings. Ici, ça devient intéressant parce que, comme vous pouvez le voir, on va avoir le secret. Donc ce secret, c'est ce qui va nous permettre à nous d'accéder à notre API et aux informations de notre data source. Donc, je vais vous le montrer. Vous devez le garder secret. Ça, c'est quelque chose qu'on va réutiliser très rapidement. Mais avant ça, on va juste s'assurer que tout est bon. Est-ce que vous voulez... Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, c'est vous qui l'utilisez, donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans Access. Maintenant, ce qui va être important, c'est de donner Access au Learning Tracker. Bon, dans mon cas, j'en ai deux. Mais vous allez choisir la page du Learning Tracker. Ça sera plus simple de uniquement choisir cette page pour le moment, mais si vous avez déjà d'autres pages Notion, rien ne vous empêche de donner accès à l'API à toutes vos pages, si vous avez envie de jouer un peu avec, de faire des expériences, de voir si vous pouvez écrire des nouvelles pages ou des nouvelles ressources dans vos pages qui existent déjà. Mais pour le cadre de cette vidéo, on va juste donner accès à la database Learning Tracker, ça sera le plus simple. Et juste comme ça, on attend, et il y a bien une page à laquelle il a accès, et on est bon. Avant de créer l'environnement sur lequel on va pouvoir développer tout notre projet, on va jeter un petit coup d'œil à l'API de Notion. Donc on peut faire Notion Documentation API, voilà, c'est celui-là, Notion API. Donc on arrive ici, Notion pour les développeurs, avec le Home, où on voit qu'en effet, ils nous mettent à disponibilité un API qu'on peut utiliser pour récupérer les utilisateurs. On a un guide, mais je pense que ce qui nous intéresse, nous, ça va être le API References. Et donc ici, si on descend, on a les endpoints. Donc les endpoints, ça va être tous les API qui sont mis à notre disponibilité pour pouvoir interagir avec notre compte Notion. Et donc on peut voir par exemple qu'il y a page, hop, on peut créer une page donc avec une request post. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est data source, create a data source, pas forcément,
retrieve a data source. Exactement. Donc là déjà, on voit que c'est ça, l'URL qui va nous intéresser. On va pouvoir récupérer les informations de notre data source, mais pour ça, on a besoin d'avoir notre data source ID. En général, dans les Notion, on peut voir ici qu'il y a un ID dans l'URL. Sauf que ici, on a une database dans laquelle il y a une data source. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la data source elle-même. Maintenant qu'on est bon avec ça, on va mettre en place notre environnement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Si vous n'avez jamais utilisé le terminal jusqu'à maintenant, c'est l'opportunité de commencer. Si vous êtes sur Mac, je recommande d'aller installer Item2. Donc c'est comme le terminal, mais avec certaines fonctionnalités qui le rendent plus facile à utiliser quand on commence. Une fois que vous l'avez, on va ouvrir une nouvelle fenêtre et on va s'assurer qu'on a certaines choses. Hop. Première chose que vous allez écrire, c'est Python Free Version. On va s'assurer que vous avez un Python. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai une vieille version. Donc si vous ne l'avez pas, je vais faire quand même avec vous. On va aller sur le site officiel de Python et on va aller dans Download et on va download la dernière version pour Mac ou pour Windows selon votre ordinateur. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un dossier comme ça, Package. Continuez, continuez, hop, et on va ouvrir une nouvelle Windows et on va voir et on est tout bon, d'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Première chose qu'on va faire, on va écrire cd pour se retrouver dans notre directory principal de notre ordinateur. Si vous faites pwd, vous allez voir du coup utilisateur et l'utilisateur avec lequel vous avez une session en ce moment. Une pratique répandue dans le développement, c'est de créer un dossier dev ici dans lequel on va pouvoir développer tous nos projets plutôt que de créer un nouveau dossier sur notre bureau. Donc pour faire ça, vous allez écrire mkdir et on va l'appeler dev. Moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà, mais une fois que vous l'avez fait, vous pouvez faire ls et vous allez voir un dossier dev. Donc maintenant vous allez rentrer dedans, cd dev. Et juste comme ça, maintenant si on regarde notre path, on est bien dans le dossier dev. Et du coup ici, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Notion Learnings. Ça me paraît pas mal. Et pareil, on va rentrer dedans cd Notion Learning. Et du coup maintenant, si on regarde notre path, on est bien dans le dossier Notion Learning. C'est ici qu'on va créer tout notre projet d'intégration de Notion. On va créer Metabase sur un Docker, on va avoir notre environnement Python et on va avoir notre database. La première chose qu'on va faire, c'est créer un environnement Python. Donc un environnement Python, ça va être une instance de Python dans lequel on va pouvoir installer toutes les librairies dont on va avoir besoin sans installer ces librairies au niveau global de notre ordinateur. De cette manière, on évite qu'il y ait des problèmes d'incompatibilité entre différentes librairies installées pour différents projets. Pour ça, on va du coup écrire la commande hop, venv, venv. Donc là, ça va créer un environnement venv dans notre dossier. Donc si on regarde, hop, on a bien le dossier venv. Maintenant, pour activer ça, sur Mac, vous allez écrire source, c'est-à-dire qu'on veut aller dans ce dossier, venv, bin, activate. Et juste comme ça, vous allez avoir une petite indication ici que maintenant on est dans notre environnement Python. Il me semble que sur Windows, c'est plutôt une commande de ce style. Et du coup maintenant, toutes les librairies Python qu'on va installer, elles ne seront que actives à travers cet environnement. Donc on va installer plusieurs choses. On va faire pip, hop, install. Alors la première chose dont on va avoir besoin, c'est python.temp. Je vous expliquerai exactement de quoi il s'agit. On va aussi installer Notion Client. On va installer Pandas. On va installer Request. Et on va installer Notebook. Donc Notebook, c'est les Jupyter Notebook. Ça va être pratique quand on va faire un peu d'exploration de l'API. Request, c'est la librairie Python qu'on va utiliser pour faire des requests d'API. Et Notion Client, donc c'est un SDK, c'est une librairie que Notion a créée pour faciliter ces requests. On va le faire avec les deux, comme ça vous allez bien comprendre de quoi il s'agit.
Python.env, donc ça c'est une librairie qu'on va utiliser pour aller chercher nos secrets dans un dossier .env. Donc on clique et on attend. Et juste comme ça, on est bon. On va aussi avoir besoin de Visual Code Studio. C'est un éditeur de code qui est gratuit et que tout le monde utilise et qui est génial. Si vous ne l'avez pas, téléchargez-le. Une fois que vous l'avez, on va l'ouvrir. Et là, on va pouvoir faire Command-Shift-P. Command-Shift-P. Et ici, on va aller chercher cette commande. Donc vous allez écrire shell command install code in common path. Et vous allez cliquer dessus. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre, maintenant dans le terminal, peut-être vous allez avoir besoin de fermer la fenêtre et de la réouvrir, c'est tout simplement d'écrire code, point. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir, hop, une page Visual Code dans le directory dans lequel vous êtes. Donc là, pour le moment, il est vide, à part notre dossier BEM, mais ça va être très pratique pour la suite. Donc maintenant, on va créer plusieurs fichiers. On va écrire touch pour dire qu'on crée un fichier, et on va créer un fichier .env. Donc .env, ça va être un fichier dans lequel on va avoir nos secrets qui vont être gardés plutôt que de les dupliquer et de les écrire dans notre code, qui est une très mauvaise pratique. Et on va aussi créer un dossier gitignore tant qu'on y est. Hop. Maintenant, on pourrait les éditer depuis ici, donc écrire juste .env et rentrer dans le fichier et commencer à écrire. Mais maintenant qu'on a installé Visual Code, eh ben, c'est peut-être plus simple de le faire directement depuis là. Donc on va à notre dossier .env. Ici, on va écrire Notion token. Et si vous avez suivi, on va rentrer le secret que Notion nous avait donné il y a un moment. Donc on retourne sur notre marketplace, on voit dans notre intégration et on voit Internal Integration Secret. Donc on va le show et on va le copy. Maintenant, on peut retourner dans notre Visual Studio, on va ouvrir les marques et on va le rentrer et on va sauvegarder. Et juste comme ça, on a notre secret qui est gardé ici et on va plus jamais réécrire ce secret quelque part. C'est le seul endroit où il va être écrit. Gitignore, maintenant, c'est important de le faire toujours. On va directement lui dire, écoute, tu vas ignorer le fichier .env, mais c'est pas que tout. On va aussi ignorer l'environnement Python qu'on a créé, d'accord? Et on va aussi ignorer tout ce qui est avec DB à la fin. C'est-à-dire, si on va faire un push sur notre Git, on n'a pas envie d'envoyer toutes les librairies Python qu'on vient d'installer, c'était long, et on n'a pas envie d'envoyer la database, bien évidemment. Donc on sauvegarde tout ça, et on est bon. Si vous n'avez jamais setup Git, allez voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Donc moi j'ai installé Git sur le projet pour pouvoir vous partager le code, mais vous n'êtes pas obligé du tout. En tout cas, ça n'influence pas le développement du projet. Maintenant, il est temps de parler des requests HTTP et des API. Donc comme vous avez pu le voir plus tôt, Notion nous donne différents endpoints qui sont accessibles. Des endpoints, c'est quoi? On a le serveur Notion qui nous est complètement inaccessible. Et sur ce serveur, Notion nous donne des endpoints, donc des portes d'entrée vers certaines fonctionnalités précises de Notion. C'est-à-dire que par exemple, Notion Server, il nous dit, eh ben regarde, on t'a donné le endpoint getUsers. Ça, du coup, c'est une extrémité du serveur qu'on va pouvoir appeler et qui va nous redonner une liste des utilisateurs. Donc comment ça marche une request HTTP? Pour faire une request HTTP, du coup, on va avoir besoin de confectionner une request. Donc dans cette request, on va avoir besoin de mettre l'URL, donc dans notre cas Notion Users, et on va avoir besoin d'associer à cette URL différents composants, notamment le headers. Donc le headers, c'est là qu'on va pouvoir exprimer la méthode précise, donc dans le cas c'est un get, et on va pouvoir mettre le token. Donc le token, dans notre cas, c'est le Notion Secret. Et comme ça, lorsque le endpoint va recevoir notre request HTTP, elle va pouvoir confirmer « Ah, c'est cet utilisateur, il a créé une intégration, il a le droit d'avoir accès à ce cas-là, ces utilisateurs. » Dans le cas d'une request GET,
il n'y a pas de body. Le body, ça va devenir intéressant lorsqu'on va avoir besoin de faire un post. Donc un post, c'est une request où on ne va pas juste demander de l'information, mais on va créer de l'information. Donc ils ont mis un API post page. Ça veut dire qu'ils nous donnent la possibilité, depuis l'API, depuis nos requests HTTP, ils nous donnent la possibilité de faire une request où on va créer une page dans notre workspace Notion. Donc ici, on va pouvoir faire Notion pages, méthode, ça sera du coup un post. Et ici, la data, en fonction de ce qu'il nous demande comme information, qui sera inclus dans la création de la page. Donc ça, c'est des requests HTTP. Et comme vous avez pu voir plus tôt, on a aussi installé un Notion Client dans notre librairie Python. Donc le Notion SDK, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fonctionner exactement de la même manière, sauf qu'au lieu d'avoir besoin de confectionner notre request de zéro, on va pouvoir juste lui dire notion.user, qui nous sera rendu disponible et qu'on pourra juste appeler depuis notre librairie Python. Pour être sûr de bien comprendre les deux, on va le faire ensemble des deux manières. Et on va commencer par les requests HTTP, parce que si vous comprenez comment ça fonctionne, après vous pouvez utiliser n'importe quelle API avec Python. Et puis après, on va aller vers le Notion SDK, parce que c'est quand même plus pratique et que beaucoup de software aujourd'hui nous rendent disponibles des SDK pour jouer avec leur API. Donc maintenant, on peut retourner dans notre directory. On s'assure d'avoir bien l'environnement Python qui est actif. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un notebook Jupyter. Comme on a installé la librairie Python, il nous suffit d'écrire Jupyter Notebook. Et nous voilà dans notre dossier Jupyter Notebook. Donc un notebook Jupyter, j'imagine que vous connaissez, ça va nous permettre de faire du Python et de l'exploration de données de manière un peu plus facile et flexible, surtout qu'on va jouer avec de la donnée qui vient d'API, qui est en général dans des JSON assez compliqués. Donc on va créer un nouveau kernel, hop, et on va l'appeler Data Source Exploration. Notre premier objectif, ça va être d'obtenir, à travers des calls d'HTTP, l'ID ou l'identification de notre data source. Donc on va commencer par importer toutes les librairies dont on va avoir besoin. Hop, from.temp, import load.temp, hop, import request, parce qu'on va d'abord essayer avec les requests HTTP, et on va aussi import JSON pour pouvoir print les résultats de nos requests d'une manière un peu plus propre et utilisable. Première chose qu'on va faire, c'est load.temp. Ça, ce que ça fait, c'est que ça trouve dans le directory, dans notre dossier, le fichier qui est .temp et ça va load les variables. Du coup, pour s'assurer que ça marche, la première chose qu'on va faire, on va s'assurer que ça load bien notre secret de Notion. Donc on va faire os get emp et là, on va écrire le nom de notre variable dans notre .temp. Si je fais ça, on voit bien que notre kernel a accès à nos variables .temp. Bon, ça, on supprime, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va d'abord essayer l'API de Notion. La manière la plus simple, on va faire notre première request HTTP, ça va être d'aller chercher les users. D'accord? Donc, on copie ça, on sait que ça, c'est notre URL, et on peut regarder qu'est-ce qu'il y a besoin. Il y a besoin de la Notion version dans le headers et du token. D'accord? Il me semble que à l'introduction, il y avait un exemple exactement. Ici, on voit bien qu'il y a l'HTTP. Dans le headers, il y a l'autorisation, bearer, avec le secret, et content type application JSON. Donc ça, on va avoir besoin de le mettre dans la création de notre headers pour faire la request HTTP. Donc ça va être très simple. On va déjà créer des variables. Donc URL, on sait que l'URL, ça va être celui-là. Hop, on peut le sauvegarder. Et maintenant, on va créer un headers. Donc un headers, ça va être un objet. On va copier ce qu'on vient de voir, donc authorization. Ça va être écrit, du coup, ici on va mettre avec un petit f pour pouvoir mettre une variable dans la string, bearer. Et ici, on va pouvoir mettre notre secret.json.
getEnv. Hop, Notion token. On pouvait le garder dans une variable avant ou le rechercher ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc comme vous pouvez voir, il y avait aussi besoin de mettre content type application JSON. Donc on va juste copier ça, application JSON, on va éviter de mettre le majuscule. Et puis, comme on pouvait le voir dans la documentation de users, il nous disait que dans le headers, il y a besoin de mettre la Notion version. Et donc on voit ici que dans le headers, il rajoute ça. Donc on va faire exactement pareil. On va juste copier Notion version et on va mettre la version qui nous donne ici, donc 25.09.03 de latest version ici. Donc à vous maintenant d'aller chercher au moment où vous regardez cette vidéo quelle est la dernière version qu'il faut utiliser. Et là je pense que notre headers est bien fini. Je repasse en journée parce que c'est quand même plus clair. Et on va pouvoir commencer à confectionner notre request. Donc, on va dire la réponse, d'accord, c'est égal à la request. Donc, ça, c'est la librairie qu'on vient d'installer. Que c'est un get, d'accord, qui prend l'URL, du coup, qui a été écrit, et qui a pour headers. On va pouvoir dire je veux la donnée de cette réponse, réponse.json. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va faire la request, ça va stocker la réponse de cette request dans cette variable, et pour que ça soit lisible, on va la transformer en JSON dans la data. Donc qu'est-ce qui se passe si on print juste data? Hop, et voilà, on l'a. Donc c'est génial, on voit bien, je me déplace, on voit bien qu'on a accès aux utilisateurs, on est sur CotioDev, on a le nom des workspaces CotioDev Academy. Donc, la connexion API fonctionne. Comme vous pouvez voir, c'est pas très beau. Une manière du coup pratique de visualiser ça, on va écrire JSON, dumps, on va mettre entre parenthèses ce qu'on a envie de regarder, et indent égale de data, on va enlever ça. Voilà, comme ça. Et là, on voit que c'est quand même plus pratique. Donc ça, c'était juste pour s'assurer que tout fonctionnait. Mais maintenant, on va chercher l'ID de notre data source. Query et data source, on voit que ici, pour la trouver, il nous demande déjà l'ID. Donc ce qu'on va faire, c'est on va utiliser l'endpoint search, qui est du coup cette fois un post. Donc on va avoir besoin de mettre un body. Et dans ce body, on voit qu'on peut filtrer les objets. Donc on va avoir une propriété filter dans le body de notre request, où on va pouvoir dire que la value de l'object est une data source. Je vous montre comment on fait ça. Premièrement, on copie l'URL et on le change. Très bien. Maintenant, on va avoir besoin de créer un body. Donc, on va créer un objet body, déjà, dans lequel on va avoir une propriété filter, une clé, qui va prendre un objet. Cet objet, il va être dire pour la property, qui est le nom de object, on a envie de s'assurer que la value, c'est une data source. Hop. Donc pour faire ça, j'ai regardé la documentation de Notion. On voit bien qu'il y a un filter qui va prendre une value et une property. Et maintenant, quelle est la différence? Eh bien, la request, c'est pas un get, c'est un post. Maintenant, il y a aussi besoin de mettre un body. Qu'on va faire la request. Donc maintenant, si on print la data, should be page or data source. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai mis un S majuscule. Hop, hop, hop. Et là, on voit qu'on a cet énorme objet avec la data source. Donc là, c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe, mais on voit qu'il y a result. Donc déjà, on va print la longueur de l'objet result. Pour ça, on fait data et on utilise la fonction get qui nous permet d'aller chercher une clé en particulier dans notre objet. Donc là, on a envie d'aller chercher la fonction, la clé result. Et on n'a que
une data source. Donc on n'a bien qu'une seule data source. Si on avait donné accès à plusieurs data sources à l'intégration, ici, on aurait un énorme objet avec toutes les data sources. Donc, c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il nous suffit d'aller chercher l'ID de l'objet. Donc ici, on peut le voir, on a object, data source, et on a l'ID qui est ici. Donc on va s'entraîner, on va quand même l'écrire. Comment on pourrait écrire ça? On va faire, hop, print, on va faire data get result, hop. Dans le result, qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre dans result, on voit qu'il y a un array qui commence et que notre ID, en fait, il est dans ce premier objet. On peut aller chercher array 0. Donc déjà, si on print ça, eh ben, on peut voir qu'en effet, on arrive dans notre premier objet où on a le object et on a le ID. Et du coup, ici, on peut encore une fois get ID. Et normalement, ça va juste nous imprimer l'ID de notre data source. Et voilà. Ça, maintenant, on va le copier-coller et on va l'écrire dans le fichier .env. Donc on retourne sur notre Visual Code. Et ici, on va pouvoir écrire data source ID. On va faire égal et on va copier notre nouveau secret et on va le sauvegarder. Maintenant, on n'a plus besoin de ce kernel. On peut le fermer. Hop. Et on va en créer un nouveau qui, cette fois, va utiliser la SDK de Notion et qui va avoir pour but d'extraire toutes les valeurs de notre data source. On recrée un nouveau kernel où on va pouvoir maintenant utiliser la data source ID qu'on a trouvée. On va l'appeler Exploration parce que c'est ici qu'on va continuer à essayer de comprendre comment fonctionne l'API de Notion et comment en tirer les données de la meilleure manière possible. En gros, ce qu'on est en train de commencer à faire, c'est déjà une sorte de procédé d'ETL, parce qu'on est en train d'extract la donnée de Notion, et on va la transformer un petit peu de manière à ce qu'elle soit utilisable avant de la load dans notre database. Pour faire ça, on va réinstaller les mêmes librairies qu'avant, sauf que cette fois, au lieu d'importer request, on va le faire avec la SDK de Notion. Encore une fois JSON, et on va aussi import panda SPD. Hop, encore une fois, on recharge nos variables, et cette fois, on va les rentrer dans des variables. Notion token, d'accord, et data source ID, alors data source ID. Hop, pas de problème, on print data source ID, juste pour s'assurer, et on est tout bon. Maintenant, on va aussi initialiser le client Notion. Donc pour ça, on va dire client, et on va lui dire off l'authentification, tu peux utiliser Notion token, donc la variable qu'on vient de créer. Juste pour montrer à quel point c'est plus facile avec le SDK, on va faire la request pour avoir les utilisateurs. Donc il nous suffit de faire notion.users.list print response, et on voit bien que voilà, on a le même résultat. Et tout est bon. Cette fois, on n'a pas besoin de le transformer en JSON, ça nous le donne déjà. Donc on pourrait directement faire response.results et ça marcherait tout pareil. Pour voir comment le SDK fonctionne, une manière assez utile, c'est de regarder comment ils le font avec JavaScript, qui utilise du coup le SDK pour JavaScript. On utilise celui pour Python, mais on peut comprendre comment il fonctionne et surtout comment sont faites les requests. Donc si on regarde utilisateur, on peut voir que dans JavaScript, il a fait comme nous, notion.users.list. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder, maintenant qu'on a la data source ID, on va retrieve la data source. Et donc si on regarde dans Node, on a juste la commande notion.datasource.retrieve. Je pense qu'en Python, ça va toujours être avec un underscore entre les valeurs. Donc on va juste écrire ça. Plutôt que notion.userList, on va écrire notion.datasource
.retrieve. Et la data source ID, c'est égal à du coup notre data source ID. Qu'est-ce qui me manque? Data source. Ah, il y a un S. Data source. De toujours faire des petites typos comme ça. Voilà, c'était juste ça. On va faire donne-moi le résultat. Donc result equal response.get result. Et on va print. Encore une fois, on va faire le JSON dumps. Est-ce qu'il n'y a pas de result? Vous savez quoi? On va juste print la réponse directement. Ça sera plus simple. Donc il n'y avait pas de result. Ça nous le met directement. Et du coup, maintenant, on a accès à notre data source. Et si on commence un petit peu à regarder, donc on voit bien qu'il y a les sujets, avec le type sujet, c'est un type select. Et on a les options. Donc on a les différentes options pour chacun de nos fields dans le tableau learnings. Donc si on regarde de nouveau, on voit bien que ce qu'on est en train de voir, c'est ça. Donc topic ou sujet, en fait, on a les propriétés. Du coup, notre query, ce qu'elle nous donne ici, c'est une description de notre data source. Mais ça ne nous en donne pas les valeurs. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retourne sur les endpoints et on commence un petit peu à regarder les différents endpoints qui nous sont donnés pour voir s'il n'y en a pas un qui nous permet de tirer le contenu directement de la data source. Et en fait, si on regarde, c'était en effet pas retrieve la data source, mais c'était bien query la data source, qui est du coup une fonction post, parce qu'elle nous permet d'ajouter un body où on va pouvoir filtrer. Mais nous, on n'a pas forcément envie de filtrer, donc on peut aller regarder un petit peu, et on voit dans les paramètres donc qu'il y a bien la data source ID, du coup ça qui est obligé, mais dans les bodies, on n'a aucune obligation. Du coup, on va juste essayer de faire la même query que juste avant, sauf que cette fois, au lieu d'utiliser retrieve, on va utiliser query. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, cette fois, on a un result. Donc, on va déjà, hop, get result. Et là, on a un objet qui est bien plus grand. Donc, je pense qu'il y a en effet, oui, voilà, on voit, il y a les contents. Donc ici, on a l'objet qui a toutes les valeurs de notre data source. Maintenant, comment on va extraire nos informations, la transformer dans un data frame de Panda pour pouvoir l'écrire dans la database de manière simple. Normalement, à ce moment-là, on pourrait commencer à essayer de réfléchir au format de la data qu'on a envie d'avoir à la fin de notre process d'extraction, parce que c'est cette data qui va être écrite dans la database. Donc, on pourrait essayer de le voir d'une manière où on veut plein de tableaux qui normalisent un petit peu notre database. Donc, on pourrait avoir un tableau où, au lieu d'avoir le nom du sujet directement, on a un ID qui envoie au sujet. Dans notre cas, on va avoir que des one-to-one relations. Donc, on n'a pas un learnings qui a plusieurs URL, ou on n'a pas un learnings qui fait partie de plusieurs sujets pour l'instant. Donc, dans le cadre de ce projet, on va rester sur un tableau très simple où on va juste avoir les learnings avec le ID du learning, le titre, le sujet, la priorité, la source, le scope, le statut, le topic et même l'URL. C'est-à-dire que dans ce cas, on ne va pas avoir une baisse de performance, surtout qu'on travaille sur des petites données, c'est-à-dire que même si on avait 200 learnings, répéter 200 fois ce data, c'est pas ça qui va prendre énormément de place. Les URL, ça reste quelque chose de short. On pourrait penser, plutôt que d'avoir l'URL dans le learning, d'avoir le URL ID et le URL dans un autre tableau. Mais dans notre cas, on ne va pas le compliquer, on va juste tout extraire en un seul tableau. Plus tard, quand on va pouvoir enrich la data de learnings avec peut-être des informations à propos de la vidéo YouTube, en analysant, là on va pouvoir l'ouvrir à plus de tableaux. Mais pour commencer simple, on va se contenter de ça. Donc ça va être notre objectif. On a envie d'extraire la data du JSON qu'on a ici, de manière à ce qu'on ait un tableau qui ressemble à ça. Et ça, c'est un travail typique d'API.
c'est-à-dire de réussir à comprendre le format qui nous est redonné en JSON et de pouvoir voir comment aller chercher des informations spécifiques dedans. Donc la première chose qu'on va faire, on va juste déjà essayer de tirer le titre de chacun de nos learnings et de l'imprimer. Print la length et on va faire de response.getResult. Ah oui, il manque une parenthèse. Et on voit bien qu'il y en a 22. 22, il me semble que c'est en effet le nombre de learnings qui sont dans notre Notion. Et donc ça c'est important parce que ça nous dit que c'est depuis cet array qu'on va pouvoir faire une boucle d'itération pour extraire les informations de chacun de nos learnings. Maintenant, on va plonger un petit peu plus dans un de ces learnings et voir comment on peut essayer de tirer l'information précise d'un row, par exemple le titre ou le sujet. Donc on va enlever le length. Hop. Donc là, on rentre dans le learnings numéro 1. Hop, 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 plein d'informations. C'est compliqué d'en tirer quoi que ce soit. Donc, on va encore une fois JSON dumps. Et maintenant, on ouvre l'objet et on essaye de chercher un titre, Lean Analytics. Donc on a notre Lean Analytics qui était un livre, en effet, Book in Progress. Donc ça nous donne celui-là. Est-ce que on peut confirmer qu'on trouve bien le book? Name book. Ok. Donc on est sur celui-là. Maintenant, le travail, ça va être, depuis cet objet, créer une fonction d'extraction qui va nous tirer toutes les valeurs qui nous intéressent. Le plus simple, c'est de créer une fonction qui fonctionne avec ce learning en particulier, et puis de rentrer cette fonction dans une boucle qui va répéter la même action pour chaque itération. En général, ce que je fais à ce moment-là, parce que c'est compliqué de voir exactement où sont les clés de tel objet, une bonne manière, c'est de d'abord imprimer les keys. On peut voir que du coup les clés, et il n'y a pas du tout titre, sujet, etc. Donc on a created at, last time cover, parent, mais on a properties. Donc ça m'intéresse. Ça, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Donc si je fais get properties, et là on voit qu'on a accès à notre objet où il y a toutes les valeurs de notre learnings. On a bien le Lean Analytics, voir in progress. Donc on a l'objet où il y a toutes les valeurs qui nous intéressent. On va l'imprimer d'une meilleure manière. Et maintenant, on va pouvoir directement jouer avec ça pour essayer d'extraire toutes les valeurs qui nous intéressent. Donc je pense qu'une bonne manière de le faire, c'est déjà extraire ça et de jouer depuis cet objet pour extraire ce qui nous intéresse. Donc déjà, on va print properties.keys. Hop. Donc on a bien ça, on a bien nos clés. Et si maintenant on va dans title, on va get title. Donc on voit que si on get title, ça va nous emmener dans cet objet où il va y avoir toute cette information. Donc on voit qu'on rentre en effet dans un objet qui a différentes clés, mais le titre, est-ce qu'il est accessible directement? Eh bien, on va imprimer les keys, juste pour voir. On a title. Donc, on a la clé title. Maintenant, on va rentrer du coup dans la clé title. Hop. Et là, on voit les Lean Analytics qui apparaissent. Et là, cette fois, on voit qu'on est dans un array. C'est-à-dire que si j'essayais de get directement, je ne sais pas, texte, eh ben, j'aurais une erreur parce que c'est une liste, c'est un array, c'est pas un objet. Donc avant de get text, ce qu'on va devoir faire, c'est rentrer dans le array. Et maintenant, on a text, content. Mais il me semble que si on va juste avant, il y avait moyen de l'avoir directement ici, parce qu'on a plain text, exactement. Et maintenant, on peut get plain text. Comme ça, on est bon. Et on a Lean Analytics. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer juste d'imprimer le titre de tous nos learnings. Donc on va reprendre
l'objet qui avait tous nos learnings. Donc c'était bien le response.result. Learnings, c'est response.getResult. Ça va nous imprimer tous les learnings. Et donc on va faire for, on va l'appeler peut-être lesson in learnings. Déjà, pour chacun, on va d'abord chercher les properties. Donc on va faire lesson get properties. Et maintenant, depuis ces properties, on va pouvoir imprimer ce qu'on a envie. Donc par exemple maintenant, on sait que le titre, le title, ça va être égal à tout ça. Print title. Et juste comme ça, on va avoir accès à tous les titres de nos learnings. Donc là, ça marche parce qu'il n'y a pas de nul. Maintenant, on va devoir essayer d'adapter cette fonction pour qu'elle puisse extraire chaque élément, tout en prenant en compte le fait que potentiellement, on va créer une ressource en oubliant de mettre un titre, en oubliant de mettre un sujet. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer tout de suite. On va créer une ressource dans notre Notion où on va tout mettre, sauf de titre. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je relance le kernel, on run cette fonction, on va avoir une erreur. Parce que ça nous dit, on est en train d'essayer d'accéder à un élément de la liste qui n'existe pas. Donc on va écrire une condition pour qu'on print none à la place d'un titre si le titre n'existe pas. Donc la première chose à faire, c'est déjà essayer de comprendre comment l'objet change quand il n'y a pas de titre. Donc première chose à faire, on va déjà enlever le getPlainText. On a toujours l'erreur, parce qu'en gros, ça nous dit que l'élément 0 n'existe pas. Donc, si on enlève ça, normalement, maintenant, on n'a plus d'erreur. Et comme on peut voir, ce qui se passe, c'est quand il n'y a pas de texte, la property getTitle, au lieu d'être un objet avec toute l'information qu'on connaissait, ça va être un empty array. Ça va être une liste qui est complètement vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va déjà appeler ça title array. D'accord. Donc maintenant, avant d'assigner une valeur à la variable titre, on va regarder si le title array, si la liste est vide ou si elle a un objet dedans. Alors comme ça, on peut simplement écrire if title array. Ça va être vrai s'il y a au moins un objet dedans, alors que si la liste est vide, ça va être faux. C'est ce qu'on appelle les truthy and falsy value. Si vous ne connaissez pas, il faut aller regarder. Et donc, if title array, title va être égal à title array. On va aller chercher le titre exactement comme on cherchait avant, donc de cette manière. Hop. Sinon, title equal none. Et maintenant, on va print le title et on est bon. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'erreur, on a tous les titres. Et s'il y a un learnings qui n'a pas de titre, eh ben, il va avoir la value none. Alors ça, on peut l'écrire d'une manière un tout petit peu plus rapide. On peut directement faire, bon c'est de la syntaxe, mais title array va être égal à get plaintext seulement si title array, else none. Et de cette manière, ça marche aussi. Maintenant, avant de faire la même chose pour toutes les autres propriétés du tableau Notion, il faut qu'on explique comment on va avoir le format final de cette boucle. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche à avoir à la fin, c'est une liste, un array, dans lequel chaque élément est un objet, c'est-à-dire un learnings, avec toutes les propriétés. On va l'illustrer avec le titre. On va faire, avant de commencer notre boucle, on va peut-être l'appeler entries pour le moment. Et ce qu'on a envie de faire, c'est que pour chaque leçon, on va créer un objet, lesson object, par exemple, qui va du coup être un objet vide au début de la boucle. Et ce lesson object, eh ben, pour le titre, on va avoir envie d'avoir lesson object title, qui est égal à
title. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque lesson, on va faire entries, happened, donc rajoute à la fin de la liste le lesson obj. Et du coup, si on print entries, on va bien avoir un array avec chaque élément qui est un objet avec le titre et le titre. Et pour celui qui n'en a pas, eh ben on a bien le none. Maintenant, on pourrait le faire un par un pour chacune des propriétés et suivre la même logique. Mais on va essayer quelque chose de différent pour vous montrer d'autres méthodes Python qui existent. Donc par exemple, ici, quelque chose d'intéressant que je peux faire, c'est print properties.items. Donc c'est une liste. Donc on peut itérer à travers cette liste. Donc on peut faire for, pour le moment, items in properties, print items. Hop. Et donc là, ce qui se passe, on voit que pour chaque itération, on a deux éléments. On a quelque chose qui ressemble à un nom et on a un objet. Donc ça, déjà, on peut y accéder d'une autre manière. On va mettre un break pour le moment pour que ça ne fasse que la première itération, le premier learning. Ça sera plus simple au début. Donc ici, au lieu de items, vu qu'on voit qu'il y a deux éléments, eh ben, on peut mettre deux éléments ici. Ça n'a pas d'importance comment on les nomme, mais on peut faire for name et on va dire object pour le moment. Et donc si je print name, hop, on a les différentes variables de notre tableau Notion. Et si je fais print au contraire que object, ici on a l'objet qui a la valeur de ces variables. Et ça c'est super pratique parce que déjà on va pouvoir utiliser la boucle pour nommer les clés de notre objet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire lesson_object et ici on va lui dire prends la valeur name, donc date started subject priority. Et là on va pouvoir faire ça c'est égal à object get la valeur en fonction de l'élément sur lequel on est. Donc avant de le faire de manière un peu optimisée, on va le faire de manière entre guillemets grossière mais claire. Donc on va pouvoir dire if name est égal à date started, donc si on est dans ce cas-là, lesson object, donc c'est-à-dire notre objet date started, il va être égal à object, c'est-à-dire cet objet-là, get date, get start, parce que on n'aura jamais que le start. Et maintenant, on va print le lesson object pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on met le point, on avance, et on va print le lesson object pour voir à quoi ça ressemble. Et ça fonctionne. Sauf que si on a des objets qui n'ont pas de date, eh ben ici, le obj_get_date, il va pas marcher. D'ailleurs, on va le montrer, ça marche pas. Donc, on va faire date object est égal à obj_get_date. Et du coup, on va pouvoir dire ça, c'est bien égal à ça si on a le date object, else, none. Et maintenant, si on enlève le break, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a cet objet avec date started, la date et none, et on a ça pour chacun de nos learnings. Et maintenant, on va pouvoir faire ça pour toutes les propriétés de notre Notion Learning. Là, ça peut être intéressant si vous le faites de votre côté, car c'est en plongeant dedans qu'on comprend un peu cette logique. C'est une tâche assez typique dans le nettoyage de données. Une fois qu'on a compris la logique du début, c'est facile de le faire de notre côté. C'est typiquement le genre de tâche qui est un peu fastidieuse, mais je pense que c'est important de le faire au moins quelques fois pour savoir de quoi il s'agit. Et une fois que vous aurez fait ça, je trouve qu'il y a moins de problèmes à aller demander à un AI de nous aider sur les tâches fastidieuses parce qu'on les comprend. C'est-à-dire qu'on veut surtout jamais arriver dans un cas où notre AI fait quelque chose qu'on ne comprend pas et qui va commencer à mettre des erreurs, des hallucinations, il va oublier de traiter par exemple s'il n'y a pas de date object,
etc. Il n'y a aucun souci à aller s'aider d'un AI pour faire ce genre de choses, mais si vous êtes en train d'apprendre, je trouve que c'est quand même assez important d'essayer de le faire tout seul. Donc moi j'ai fait une fonction et je vous la montre tout de suite. Donc voici ma fonction. Ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure, c'est qu'au lieu d'aller chercher exactement le nom à chaque fois, c'est-à-dire subject, topic, etc., ce que j'ai vu, c'est qu'on avait plusieurs propriétés qui étaient des types select. Et du coup, au lieu de filtrer par le nom de la propriété, j'ai d'abord filtré par le type, parce qu'en fait, cette propriété select, elle fonctionne toujours de la même manière. Je vais vous montrer. Ce que je fais, c'est que regardez les prop types select. Dans les names, on va avoir sujet, priorité, source, scope, topic. Tout ça, c'est le même type de propriété. Donc c'est un select. Un select, c'est, hop, ici je peux cliquer et sélectionner. C'est tous des selects, et donc leur logique pour aller chercher la valeur dans l'objet sera la même. Plutôt que de filtrer par chaque nom, subject, priorité, source, topic, etc., j'ai filtré par le type. Vous pouvez la copier, essayer de l'écrire, vous pouvez aller la chercher depuis mon GitHub, mais si vous avez fait quelque chose qui fonctionne, vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ça. Ce qui est important par contre maintenant, c'est que plutôt que de l'avoir dans une boucle avec toute la logique dedans, on va en faire une fonction qu'on va appeler une fonction d'extraction. Donc pour faire ça, c'est très simple. On va juste copier tout ça et on va écrire avant def extract entries qui prend pour valeur les lessons. Donc on en fait une fonction. Ici, on copie-colle notre logique, d'accord? Et on dit à la fin, on a envie que tu nous returnes le lesson object. Dans la boucle, ce qu'on va pouvoir faire, tout simplement, c'est, on va dire, entries happened. D'accord? Et là, si vous avez compris, on va juste appliquer la fonction à notre boucle lesson. Si on print entries, hop, eh bien ça fonctionne. On a une liste d'objets où chaque objet est un learnings. Et ça, c'est très simple à convertir en data frame. On va le faire tout de suite. On va faire df égale pd data frame entries. Et maintenant, on peut faire df head. Et on a notre data frame. Et ça, c'est important parce que maintenant, ce data frame, on va pouvoir l'écrire dans SQLite super facilement. Maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut à travers le notebook, on peut quitter le notebook et créer un script Python qui sera du coup le script de production qui va être le script exécuté à chaque fois qu'on voudra extraire les informations de notre Notion. Donc on peut l'appeler extraction.py. Et maintenant, on va s'inspirer de tout ce qu'on a écrit dans notre notebook pour créer un script Python qui est propre et donc on va copier ça. Le JSON, on n'en aura pas besoin parce que cette fois on va pas vraiment imprimer depuis ici. Load.env. Donc là, plutôt que load.env directement, on va créer différentes fonctions qui vont avoir différents rôles. On va créer une première fonction qu'on va appeler du coup def fetch data source, hop, qui va prendre comme argument data source id. On va avoir une autre fonction qu'on va appeler def extract entries, qu'on peut déjà copier, parce qu'en fait, c'est la fonction qu'on a déjà utilisée. Hop, wrap up tout ça dans une fonction qu'on va appeler main, qui sera la fonction qui run à chaque fois que le script est exécuté. C'est bien main. Dans ce cas, main. Ok. Donc c'est bien dans main qu'on va avoir le load.env. Mais d'abord, on va travailler sur la fonction fetchDataSource. Donc cette fonction fetchDataSource, on a envie que ça soit celle qui nous donne la réponse. Il y aurait plusieurs manières de le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va directement mettre un try, et un try except. Et dans ce try, on va copier tout ça. Comme ça, on va copier que la réponse. Hop. Donc pas la data source ID,
Celle-là, on va l'utiliser depuis l'autre temp. On pourrait la mettre directement, mais comme ça, on pourra utiliser la fonction potentiellement avec d'autres data source ID. Et la réponse, on a une exception. On va l'appeler I. Dans ce cas, on veut que ça fasse print erreur de connexion à Notion. Et on va mettre le E avec. Et on return rien. Parce que ça n'aura pas marché. Mais si ça a marché, on peut dire hop, on peut print learnings fetched et on return bounce.get results. Donc on va déjà essayer ça. Donc dans l'autre.thème, on va avoir ça. Et la première chose qu'on va faire, c'est learnings qui est égal à, on va l'appeler fetch data source avec data source ID. Voilà. On va print learnings. Comment on peut tester cette fonction maintenant qu'on n'est plus dans le Jupyter Notebook? Hop. On va ouvrir un nouveau fichier. Je vais le faire avec vous, comme ça sera rapide. On fait cd dev notion learnings. Et on vient ici. On fait source venv in activate pour rentrer dans l'environnement Python. Et maintenant, on peut simplement faire python.extraction.py. Data source ID is not defined. Qu'est-ce qu'il me manque ici? Ah oui. En effet, on n'a pas écrit la bonne. Voilà. Et ça fonctionne. Et on est dedans. Et on a tout ce qu'il nous faut. Du coup, maintenant, on peut commencer à écrire la suite. Donc on va s'inspirer de la fin de notre Jupyter Notebook. On va avoir lesson extracted for lesson in learnings. Hop. Extract entries, c'est bien le nom de notre fonction. Et on va avoir df lessons égale pd data frame lesson extracted. Et on va lui dire hop, print df lessons head. Juste pour s'assurer que ça fonctionne. On fait clear, on monte et on réessaye. Et on est bon. Et on est tout bon. Juste pour s'assurer que tout fonctionne bien, on va faire dflesson.info. Ça va nous permettre de regarder différentes informations. Hop, hop. On voit que on n'a que 13 valeurs de date started, ce qui fait du sens, parce que toutes les ressources ne sont pas commencées. On en a 13 aussi qui n'ont que d'URL, donc là c'est le même chiffre sans raison particulière. Que tout est considéré comme des objets parce qu'on les extrait de JSON. Donc potentiellement, ça pourrait être intéressant de tous les convertir en string, mais en fait, quand on va écrire SQLite, il le fera de manière... Par contre, date started, ça peut pas rester comme un objet. On va devoir lui dire explicitement qu'il s'agit d'un datetime. Et un autre problème que je vois, c'est le nom des colonnes. C'est pas des noms adéquats pour écrire dans la database. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout passer en lowercase et on va remplacer les espaces vides par des underscores et on va changer le type de date started à object. Donc c'est le peu de data transformation qu'on va faire dans notre cas. Donc la manière pour changer le nom des colonnes, on va faire df.columns égale df.columns.string.lower et on va aussi faire .string.replace tout ce qui est les espaces vides par underscore. Très bien. Et maintenant, on va prendre aussi la colonne qui du coup s'appellera maintenant date started, parce qu'on aura enlevé
les majuscules et remplacer le vide. Hop. Égale pd to datetime df. Donc je l'ai appelé df partout, mais on est bien d'accord que c'est df lessons. C'est juste une habitude. Je pense qu'on peut fermer ça pour y voir plus clair maintenant. Hop, on remplace bien les df lessons partout. Et là maintenant, il me semblerait qu'on est bon. On va juste run le script encore une fois pour s'assurer de tout ça. Hop, donc je peux juste appuyer sur la petite flèche du haut pour revenir à la commande que j'aurais faite juste avant. Et on a bien les noms qui sont changés et le type qui est passé en datetime. Donc maintenant, on pourrait très bien écrire un CSV, lessons to CSV, et écrire ici du coup le nom du CSV qu'on a envie d'utiliser, hein, learnings.csv. Et là, on aurait le CSV qui apparaîtrait ici. Mais dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on va faire, parce qu'on va écrire ce résultat dans une database SQL. SQLite, déjà, c'est une sorte de database qui fonctionne en tant que fichier. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très léger. Il n'y a pas besoin de créer un container ou de run un service pour le faire fonctionner. C'est une librairie qui est déjà intégrée dans Python, qui va nous permettre d'écrire notre data frame sous forme d'un tableau dans une database, dans un fichier .db. Je vous montre tout de suite comment faire ça. On va écrire une fonction pour que ça soit plus propre. Donc on va appeler def SQLite write, hop, qui va prendre comme information du coup notre data frame. Donc il va prendre df lesson. Ici, on va retourner à nos imports et on va import SQLite 3. D'accord? On n'a même pas besoin de l'installer dans notre environnement, ça fait partie de Python. Ici, dans cette fonction, on va d'abord ouvrir une connexion. On va faire SQLite 3, connect, et c'est ici qu'on va nommer notre database. Donc on va peut-être l'appeler, je pense, NotionDB. Je pense que c'est pas mal pour le moment. Ce que ça va faire, c'est que si elle n'existe pas, ça va créer un fichier .db dans le directory dans lequel on est, qui va être en fait notre database. Maintenant, on peut faire du coup def lesson to SQL, on ouvre les parenthèses, et ici on va nommer le nom du tableau dans notre database. Donc on va l'appeler learnings. On va dire aussi que la connexion, du coup, c'est la connexion qu'on vient de créer. Et pour le moment, on va rester simple. On va faire si ça existe, pour le moment, replace. Il y a plusieurs méthodes. On pourrait faire happened si on a envie de garder une trace. Mais pour le moment, vu qu'on traite avec très peu de données, on peut juste remplacer à chaque fois le tableau dans la database. Et on va pas mettre de index. Pour le moment, ça ne sert à rien. Con.close. Idéalement, on mettrait aussi un try pour s'assurer que SQL se connecte bien à la NotionDB, mais vu que là il s'agit d'un fichier dans notre folder, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que print dflesson, une fois qu'on a dflesson, on va faire dflesson. Juste comme ça. Et on va run, et on va voir si notre script crée bien une database. Learning fetch. Et maintenant, si on regarde, on a NotionDB. Et c'est tout. Maintenant, on peut accéder directement à notre database depuis le terminal. Donc on va juste écrire SQLite 3 et on va aller chercher NotionDB. Et juste comme ça, on est bien dans notre NotionDB. On peut faire tables. On voit bien qu'il y a le tableau. On peut regarder le schema de learnings. Donc on voit bien que ça a créé ça et que ça a bien transformé les objets en texte. On pourrait directement select all from learnings et on a tout ce qu'il nous faut. Alors il me semble que on a des colonnes, on a des commandes pour rendre tout un peu plus agréable. Donc on va écrire mode.colonne
On va faire headers on. Et maintenant, on peut aller rechercher ça. C'est entre guillemets mieux. En même temps, ils prennent de la place. Mais en gros, on a bien notre tableau qui fonctionne. On va juste s'assurer qu'on n'a pas perdu de données pendant la route. C'est le count from learnings. Hop. On est à 20 et pas à 22 parce que j'ai supprimé dans mon Notion 2 informations pendant que je filmais ça. Mais du coup, on n'a rien perdu et il y a tout qui est bon. On peut faire exit. Hop. Et on est bon. Maintenant, on arrive dans la partie intéressante parce qu'on va installer Docker et on va run Metabase localement à travers un container Docker pour utiliser la donnée stockée dans SQLite. Donc la première chose à faire, c'est déjà d'installer Docker. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez juste sur le site Docker, vous le téléchargez et vous l'installez. Donc moi je l'ai déjà, hop, par là. On ouvre Docker et normalement comme ça, on a Docker qui va être en train de run. Et on va pouvoir déjà regarder, est-ce que ça fonctionne? Et on voit bien qu'il y a Docker. Maintenant, on va créer un container Docker pour Metabase. Il y a plusieurs manières de le faire, mais la plus facile, c'est d'utiliser une image Metabase et d'utiliser la commande Docker run. Pour expliquer la commande de Docker, on va juste l'écrire. On va run cette commande Docker. Donc ici, on dit Docker, tu vas run un container au port 3000, localhost 3000. On va utiliser un volume Metabase Data que tu vas appeler Metabase Data. Donc ce volume, c'est là où depuis le container, il va avoir un espace de stockage où il va garder toute son information. C'est-à-dire si on crée des queries, si on crée des visualisations, au container de Metabase, il va associer ce volume Metabase Data où il va pouvoir stocker toute l'information. Ensuite, on va dire volume, tu vas maintenant avoir accès à notre directory. Donc ça, c'est le path. Donc, si on retourne dans notre terminal, on fait pwd et on a accès à notre path. Donc on peut juste copier-coller ça. C'est ici, c'est dans ce directory qu'on a notre NotionDB. Donc en gros, ce qu'on lui dit, c'est ça c'est le volume où tu vas stocker ta data, mais ça c'est le volume où moi j'ai ma data de SQLite. On n'est pas obligé de faire ça, mais vu qu'on va avoir juste notre information qui est stockée localement dans notre directory sur SQLite, c'est plus simple à Metabase Data de lui dire, écoute, tu stores tes informations là-bas et tu prends des informations d'ici. Donc on va lui dire, ça ce path, Notion Learning, eh ben, c'est ton projet Notion. On pourrait aussi appeler Notion Learnings, mais c'est ton projet Notion. Pour la prochaine ligne, on lui dit, dans ton volume Metabase Data, crée un fichier qui s'appelle MetabaseDB pour stocker ton information. Si on avait une database Postgres qui serait en train de run, on pourrait lui dire d'utiliser notre database Postgres pour stocker ces informations. Mais dans ce cas-là, vu qu'on n'a pas de Postgres et on ne va pas le mettre sur SQLite, on peut lui dire directement, juste dans ton volume Metabase Data, crée un fichier MetabaseDB. Ensuite, on appelle l'image, donc ça c'est l'image Metabase, on lui dit c'est cette image que tu dois run, et tu vas l'appeler Metabase. Et maintenant, si on copie-colle ça, donc cette commande, je vais vous la mettre sur mon GitHub dans le README, ça sera plus simple pour vous. Vous pouvez juste la prendre, aller dans votre terminal, la paste, et la run. Et juste comme ça, c'est fait. Donc si on écrit maintenant Docker PS, on voit qu'il y a une image Metabase qui est en train de run et qui est en train de run localement au port 300. On peut retourner dans Docker et voir que on a notre image Docker qui est créée et on a un volume Metabase Data qui est créé avec. Donc là, pour accéder à ça, eh ben, c'est super simple. On va faire HTTP, non HTTP localhost 3000 et on a accès à Metabase. Ici, ils vont nous demander de créer un compte. Hop, va être sauvegardé localement dans votre container. Embedding a bit of both. Allez, on va faire self-serving pour le moment. Et add your data. Donc, est-ce qu'on arrive à l'ajouter depuis ici? Donc, j'écris SQLite.
on va simplement rentrer le path de notre NotionDB. Donc comment ça fonctionne le path? Je vais rechercher la commande, je lui dis Notion Project. Ici, il va me suffire d'écrire Notion Project, Notion.db. Juste une petite parenthèse, dans notre Docker Run, lorsqu'on associe Docker à notre directory, en faisant le volume user dev Notion Learning, la commande qu'on a exécutée, ce qu'on lui dit ici, c'est d'utiliser ce volume et de l'appeler, donc ça on le nomme, Notion Project. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce qui, pour nous, est un directory qui se trouve à ce path, donc à cette direction, donc à notre dev Notion Learning, pour Docker, c'est comme si on était dans un directory qui s'appelait Notion Project. Et vu que Metabase va être exécuté à travers Docker, Metabase va avoir le même langage que Docker. C'est-à-dire que depuis Docker, si on a envie d'accéder aux différents fichiers, notamment le fichier .db qui se retrouve dans notre Notion Learning, on va devoir l'appeler à travers Notion Project. Concrètement, on aura bien un Notion Project NotionDB. Et on va l'appeler NotionDB. Très bien. Et on essaye. Et on est connecté. Non, take me to Metabase. Et maintenant, on a accès à Metabase. Si on regarde la data, on a NotionDB, on a notre tableau Learnings, tout ça. Et du coup, on pourrait directement create a new query, select NotionDB, count all topic from learnings, go by topic, boom, go by topic, order by, et rien que comme ça, on a directement accès à ça et on peut commencer à visualiser notre information et à l'ajouter dans des dashboards. Donc maintenant, la dernière partie de la vidéo, on va regarder comment faire un petit dashboard avec notre information de learnings et on va aussi créer un petit script avec cron pour automatiser le refresh. Avant de préparer le dashboard, je voulais prendre une minute pour parler du processus qu'il nous faudrait normalement suivre lorsque l'on crée un dashboard. On part toujours des actions. Une action est une conséquence réelle d'une information. Et à partir de ces actions, on définit quelle est la data, la donnée, dont on a besoin pour pouvoir s'informer sur quand est-ce qu'on doit prendre ces actions ou comment prendre ces actions. Et c'est une fois qu'on a défini la data, la donnée dont on avait besoin à travers nos actions, que depuis nos actions, on va définir nos visualisations. Le bon chemin à prendre, c'est donc celui-là. Et il faut à tout prix éviter de partir de la data et d'en faire une visualisation. C'est-à-dire que c'est toujours très tentant de vouloir analyser la donnée qui nous est disponible et à partir de cette donnée créer des visualisations. Et on va pouvoir faire plein de choses, mais la grande majorité du temps, lorsqu'on suit ce processus, on arrive à avoir des visualisations qui peuvent être intéressantes, mais qui sont souvent inutiles. Dans le cas de cette vidéo, on va malheureusement devoir suivre une sorte d'entre-deux parce qu'on est parti de cette donnée de notre Notion pour en faire une pipeline, pour en faire un dashboard. Mais dans de futures vidéos, on partira réellement des actions et on essaiera de comprendre quelles sont toutes les données dont on aura besoin pour agrandir notre set de données actuel et en créer des visualisations qui nous aideront réellement à prendre des actions. On va quand même définir une action autour de notre dashboard aujourd'hui. Et cette action sera très simple car il s'agit de m'informer sur quels learnings il me faut à tout prix continuer aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon dashboard doit m'aider à comprendre sur quels learnings je dois me concentrer aujourd'hui. Pour ça, j'ai commencé à faire un dashboard qui est loin d'être parfait, mais pour vous montrer un petit peu toutes les capacités de Metabase et comment cet outil, quand on l'associe à d'autres outils comme Notion aujourd'hui, peut être réellement puissant. Donc le dashboard que vous voyez, c'est un dashboard qui est censé m'aider à comprendre quels sont les learnings qu'il me faut à tout prix à accomplir dans les prochains jours. Et donc je peux voir directement que dans mes Learning in Progress,
j'ai ce livre ça fait 276 jours que je suis censé l'avoir commencé et j'y suis toujours pas. Mais il n'est pas dans la high priority. Par contre, ce livre-là, il est en high priority et ça fait déjà 18 jours. Il serait peut-être intéressant que je continue. Ou par exemple, le tutoriel PySpark que je devais faire depuis une semaine, qui est rapide à faire, eh ben, il est là. Et je peux cliquer dessus, avoir l'URL et directement foncer dessus. Je peux aussi essayer de regarder dans les différents topics, en data, qu'est-ce qu'il me reste à faire, quels sont les high priority que je n'ai toujours pas commencé et qui m'attendent, quels sont les sujets où il y a le plus de learnings. Vous comprenez. On ne va pas faire l'entièreté de ce dashboard, parce que ça prendrait trop longtemps et ceci n'est pas un cours Metabase, mais on va faire quelques visualisations ensemble pour que vous ayez les bases de Metabase pour pouvoir faire ce dont vous avez envie de manière autonome. Pour ça, donc dans collection, vous allez créer une nouvelle collection. On va l'appeler Notion. Dans cette collection, la première chose qu'on va faire, c'est créer un dashboard. On va l'appeler Notion Learnings. Donc ce dashboard, ça sera le tableau de bord où on mettra toutes les visualisations sur lesquelles on travaille. On va le créer. Et maintenant, nous sommes dans le dashboard qui est donc vide. La première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre des filtres. On clique en haut à droite et on va mettre des filtres de catégorie. Mon premier filtre, ça va être un filtre par topic. On change rien à tout ça pour le moment, on met done. Et mon deuxième filtre, on va encore choisir texte ou catégorie. Ça va être pour filtrer un learning en particulier. Maintenant, on va pouvoir créer notre première visualisation. Donc on fait Add a chart et on va faire une nouvelle query SQL. Metabase a aussi tout un UI qui vous permet de créer des queries sans écrire de SQL. Je trouve qu'honnêtement, ça vaut juste le coup d'apprendre à faire du SQL. Et Metabase est un super outil pour justement apprendre et travailler à faire du SQL. On save change. Ici, on va choisir NotionDB. Et maintenant, on peut commencer à écrire. Donc celle-là, on va la faire ensemble. Donc on va faire Select, je zoome un peu. Select, on va choisir le title, topic, priority, scope, from, du coup, notre tableau learnings. Et on va commencer simple. On va dire where status est égal in progress. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe? Quand on run cette query, on a donc le résultat de notre Notion avec, en effet, j'ai 7 learnings qui sont actuellement in progress. Comme vous avez pu voir, dans mon dashboard, j'ai mis un filtre qui sera général. Et ce filtre général, on doit informer dans la query sur quel élément il va être exécuté. Et pour ça, on fait ceci. Donc, on va ajouter une condition à notre query. On va ouvrir les curly brackets, les parenthèses, celle-là. Et ici, on va écrire le nom de la variable que l'on va filtrer. Une fois qu'on a ça, vous pouvez voir, il y a cette variable qui vient d'arriver en haut. Maintenant, on va cliquer ici, dans Variable. On voit bien qu'on est bien sur la topic. Et dans la variable type, ce qu'on va dire, c'est que c'est un field filter. Donc c'est un filtre de sujet. Et là, on va le map. Donc on va le map à learnings. On va dans notre tableau learnings. Et on va choisir la variable sur laquelle il est censé être exécuté. Et c'est bien la variable topic. Donc maintenant, si on run ça, rien n'a changé. Mais on peut sélectionner un topic. On peut choisir data, ajouter le filtre, on exécute la query, et maintenant, c'est filtré sur les topics data. Ce qui est génial maintenant, c'est qu'on est en SQL, et on peut écrire toutes les commandes qui sont imaginables en SQL. Donc, par exemple, ceci. On est en SQLite. Et en SQLite, j'ai une fonction qui s'appelle JulianDay, qui me permet de quantifier une date pour pouvoir exécuter différentes opérations autour de cette date. Notamment, soustraire la date started de mon learning à la date d'aujourd'hui. Et du coup, si je fais ça, hop,
j'arrive à voir, pour les différents learnings, depuis combien de jours j'ai commencé. Maintenant qu'on a ça, on peut order by days stuck. On va le faire en desk, hop, et on commence à avoir un tableau qui peut être intéressant. Ce que j'ai fait dans mon dashboard, c'est que j'ai cliqué sur la colonne Day Stuck, column formatting, et j'ai ça, Show a mini bar chart. Quand je le clique, ça me met un mini bar chart autour de ça. Maintenant, dans visualisation, on peut aussi aller dans réglages. On peut changer le nom. Par exemple, si Day Stuck, ça ne nous plaît pas, on peut essayer de l'afficher Days Past. Très bien. Et maintenant, ça sera affiché Days Past. Mais ce qu'on va faire, on va aller dans le Conditional Formatting et on a envie d'ajouter une rule, une règle, où lorsque Priority is equal to High, on veut turn la background color to red. Et on peut add or not. Et comme ça, on peut sauvegarder. On va dire in progress, learning, save. Et là, il va s'ajouter à notre dashboard. Donc on va pouvoir le mettre comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre variable du dashboard, donc topic, et on va lui dire, ici, tu filtres la variable topic qu'on a créée dans la query. On fait done, on save, et on est parfait. On va créer une autre visualisation. On va faire new, donc SQL query. Et cette fois, on va créer du coup une query pour avoir la quantité de learnings par sujet dans un topic. Donc on va juste subject from learnings. On va group by subject, order by candle. On va faire pareil, c'est-à-dire qu'avant le group by, on va rajouter une condition. On va encore une fois créer la variable topic. Donc, field filter, learnings, topic. Bas à gauche, on peut cliquer sur visualisation. Et ici, on a accès aux différentes visualisations de Metabase. Donc, on pourrait en faire un bar chart, on pourrait en faire une line, on pourrait en faire des rows. Et pour être un peu plus intéressant, on va ajouter par subject et par statut. Donc ici, on rajoute statut. Hop. Donc là, il a mis les sujets en légende et il a mis les statuts, il a fait un peu n'importe quoi. Donc on va retourner pas dans visualisation, on va aller dans les réglages de la visualisation. Et ce qu'on va lui dire, c'est que non, pas ça. Tu vas nous mettre bien par sujet. Et on va ajouter un series breakout sur le statut. Et on va peut-être mettre not started en bleu, completed en red, et in progress peut-être en rouge parce que ce sont les plus importants. Maintenant, dans le display, on peut faire plein de choses. On peut avoir le titre count comme ça. On pourrait écrire ici count of learnings, mais on peut aussi juste l'enlever. Je pense que ça fait du sens de l'enlever. Je pense que ici, le fait d'appeler ça sujet, on n'en a pas besoin non plus. Pour le display, peut-être qu'on peut avoir la valeur qui est montrée directement sur la bar chart. Autre chose pour qu'on y voit un petit peu mieux, dans le display, on va stack. Parce que le fait de ne pas le stack, c'était trop long, on ne voyait pas bien. Donc si on stack maintenant, ce que ça veut dire, c'est que si par exemple en Gypsy Jazz, j'ai des learnings dans différents statuts, et ça les met sur la même ligne. Et juste comme ça, maintenant on peut la sauvegarder. Donc on va save as a new question, on va l'appeler count by subject, bon, new, parce que moi je l'ai déjà fait, et ici, vous allez choisir le dossier Notion. On sauvegarde. Maintenant, si on retourne, hop, dans notre dashboard, ici on peut faire éditer le dashboard, ajouter une question, et on va voir que maintenant, directement dans notre dossier, on voit cette nouvelle query qu'on vient de faire. Donc on peut la sélectionner. Ça nous demande s'ils veulent autoconnecter topic, on fait autoconnect.
Comme ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on l'a avec nous. Donc, on peut essayer de bouger un petit peu, arranger les visualisations comme ça nous intéresse. Maintenant, on va faire quelque chose qui est assez intéressant, c'est que sur le In Progress Learning, on va aller sur Click Behavior. Et ça, on va lui dire on click, et si on clique sur le topic, on veut que ça update un dashboard. Et on veut que ça update le topic. Hop, column topic, done. Maintenant, il me suffit de cliquer sur le topic et le filtre va être update et ça va update toutes les visualisations qui s'en servent. Je pense qu'avec ça, vous avez déjà quelques outils en main pour vous aider à faire un dashboard complet et unique. C'est une bonne opportunité pour créer un projet de portfolio qui vous est propre et surtout pour vous entraîner à faire du SQL. Je le redis, je pense que c'est une des meilleures manières pour s'entraîner à faire du SQL parce qu'on est obligé de réfléchir au format de notre résultat parce qu'on va le visualiser. Et ça, c'est la base de beaucoup de travail en data. Si vous êtes intéressé pour avoir plus de vidéos autour de Metabase et de comment ça fonctionne, dites-le moi dans les commentaires et je ferai des tutoriels à propos de ça. Maintenant, on va expliquer comment automatiser notre extraction de données sur Notion pour que chaque jour, à une heure précise, le script s'exécute et que les nouveaux learnings soient ajoutés directement à notre database et qu'on puisse les voir dans notre dashboard. Donc pour ça, on va utiliser cron. Donc cron, c'est un system daemon qui est présent sur votre terminal. Et ce cron, c'est en gros une horloge interne de votre ordinateur qui à chaque moment regarde s'il a un script à exécuter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer un cron pour que chaque jour à 10 heures, il faut que votre ordi soit allumé à 10 heures, chaque jour à 10 heures, il va exécuter un script. Ce script, c'est ce qu'on va appeler un exécutable. Donc c'est un script qui va être chargé de faire plusieurs choses. La première chose, c'est d'activer notre environnement Python, exécuter notre script d'extraction et d'écrire dans un log que tout s'est bien passé ou qu'il y a eu une erreur. Donc comment on fait ça? On retourne sur Visual Code et ici, on va créer un nouveau fichier. On va l'appeler run extraction et on va écrire un .sh. Je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc ça, la première chose qu'on va dire, on va dire dans le fichier que c'est... On va écrire cette petite commande. Donc cette commande, qu'est-ce que ça dit? Ça explique à notre système que ce fichier, quand on l'exécute, il faut l'exécuter avec bash. Comme ça, pour l'exécuter, on n'aura pas forcément besoin d'écrire tout le temps bash ce script. Première chose qu'on va faire, on va activer notre environnement Python. Pour faire ça, on va écrire du coup les commandes de terminal. Donc on va faire cd, on va aller dans notre dossier. Si vous n'êtes pas sûr, retournez dans votre terminal. On va faire pwd et on voit bien donc user Kotio dev notion learning. C'est quoi? On va juste copier-coller pour être sûr qu'il n'y a pas de typo. Et ici, on va faire la même commande que tout à l'heure. Donc source venv bin activate. Donc on active notre environnement Python. Maintenant, on va écrire une commande pour que dans notre dossier log, il nous dise « Écoute, je commence l'extraction à ce moment-là ». Donc on va utiliser la commande echo. Echo, si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer en une seconde. On peut faire echo world et ça écrit world. C'est un peu comme un print de Python. Donc on va faire echo. Et on va dire hop, extraction. Du coup, on va mettre une variable date. Et on a envie d'écrire dans cron.log. Là, ce qui se passe, on est en train de dire écrit ça, donc extraction avec la date, dans cronlog. Ensuite, on peut du coup faire
notre exécution du script, donc Python extraction.py, et on va aussi lui dire d'écrire s'il a des prints dans le cron log. Donc ça, on va s'en charger maintenant. On va aller dans le extraction.py, et ici, on va commencer à mettre des prints. Donc, par exemple, une fois que learnings, on peut dire if learnings print, et du coup, on va dire learnings extracted. Et après ça, on va pouvoir faire aussi un print extraction finished. Et du coup, ces prints, lorsqu'on va run le Python, ces prints, ils vont être écrits dans notre cron log. Et on finit par echo, on va mettre un truc vide pour qu'il y ait une ligne entre les différentes extractions. Et c'est tout. On sauvegarde, et maintenant on retourne dans notre terminal. Ici, première chose qu'on va devoir tester, c'est si on peut exécuter notre script. Donc déjà, on fait ls pour regarder s'il est bien là, et on voit qu'il est ici. Donc on va essayer déjà, on va faire .run extraction. Et là, on a ce problème où il y a ZSH qui nous dit que l'on ne peut pas exécuter ce script. Et ça, c'est normal parce que pour rendre un script exécutable, il faut qu'on exécute une commande sur ce script avant ça. Cette commande, c'est chmod, donc chmod, on va dire plus x, c'est-à-dire rend exécutable, et là, on va mettre run extraction.sh. On sauvegarde ça, et maintenant, on va réessayer, et ça devrait marcher. Si on fait ls, pour que ça soit plus clair, on va faire lsl, que ça soit plus propre, on a bien un fichier cronlog qui a été créé. Et on peut regarder ce qui se passe dans ce fichier cronlog. Donc la manière pour ouvrir un fichier en bash, on va faire cat cronlog, et on voit que on vient de faire une extraction, donc ça c'est maintenant, learning fetch, learning extraction finished. Donc tout marche. On pourrait bien évidemment, dans notre script Python, mettre des informations plus importantes sur learning extracted, et on peut aussi faire print, on va faire learnings, mettre là, et là, on aurait combien de learnings ont été extracted. On va réessayer, hop, on fait cat cronlog, et on voit qu'on a eu cette première extraction, et là, une minute après, nouvelle extraction avec 25 learning extracted. Et donc tout marche, c'est super. Maintenant, on va configurer un cron qui va exécuter ce script de manière régulière. Juste avant ça, j'aimerais qu'on teste pour voir si la pipeline fonctionne bien du Notion au Metabase. Donc dans notre Metabase, on voit bien que je n'ai que 7 learning in progress. Donc je vais rajouter un learning in progress et on va voir si en exécutant le script, on le voit arriver ici. Je retourne sur mon Notion, j'ajoute une nouvelle page, on va l'appeler test learnings. On va dire qu'il est in progress, on va lui mettre high as well, on va mettre epic, et on va dire que c'est video games. Godot, voilà. Je viens de l'ajouter. On retourne sur notre terminal, et maintenant, on va faire run extraction. Vous voyez que je n'ai plus besoin d'activer l'environnement Python avant de faire mon extraction, parce que le script le fait lui-même. Je regarde bien le cronlog pour voir si tout marche. On voit qu'on vient d'avoir une nouvelle extraction avec 26 learnings qui ont été extraits. Et si on retourne dans notre Metabase, alors peut-être qu'on recharge, on voit que test learnings est là. Donc tout fonctionne, notre pipeline fonctionne correctement. Je vais vous montrer aussi quelque chose que je trouve assez utile. Dans iterm2, si je fais commande D, ça va m'ouvrir un nouveau terminal. Donc ici, on va retourner dans dev Notion Learnings. D'accord? Et je peux bouger entre ces deux terminals très facilement.
Ici, je vais écrire la commande tail f cronlog. Donc là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de regarder mon cronlog. Et donc si quelque chose se passe, je vais le voir arriver en temps réel. Donc si maintenant je run le script, on peut voir que l'extraction a commencé et qu'elle s'est passée en temps réel. Ça, c'est quelque chose d'utile quand on a besoin de tester différents scripts et voir les conséquences et les outputs de ces scripts dans différents fichiers. Maintenant, on peut fermer ça, commande W. Et maintenant, on va regarder comment utiliser cron pour exécuter ce script de manière régulière. Pour ça, c'est très simple. On va écrire crontab-e. Et là, on est rentré dans cron. Pour commencer à écrire, il faut qu'on appuie sur I. Et comme vous voyez, il y a un insert qui vient d'arriver. Donc comment cron fonctionne, on va juste déjà le faire ensemble. On va écrire 0. On va mettre une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Là, ce qu'on lui dit, et ça, je vous encourage à aller regarder la syntaxe cron si ce n'est pas évident tout de suite. La première étoile, c'est les minutes. La deuxième étoile, c'est les heures, c'est les jours, les semaines et les mois, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, ce qu'on dit, c'est à chaque première minute, à chaque minute 0, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, tu vas faire ça. On va écrire le path, donc dev Notion Learnings. Et ici, run extraction.sh. Comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt que de le faire à chaque heure, on a envie qu'il le fasse chaque jour à 10 heures. Donc au lieu de mettre cette étoile qui veut dire chaque heure, j'appuie sur I et je la remplace par 10 heures. Là, on a un script qui, à chaque minute 0 de la 10e heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, va exécuter ce script. On appuie sur échappe. Pour sauvegarder notre fichier, on va appuyer sur les deux points. Regardez en bas à gauche de l'écran. Les deux points, on va écrire W pour write et Q pour exit, pour quitter. Iterm, du coup, me demande cette permission. On va faire autoriser. On fait clear. On va s'assurer qu'on a bien un crontab qui fonctionne, crontab L. Et là, on voit qu'on a bien ce crontab qui va fonctionner. Il est bientôt 18h30, donc je vais modifier le crontab rapidement pour qu'il soit exécuté à 18h30. Donc, ici je remplace le 0 par un 30, parce que je veux que ça soit à 30, et au lieu de 10, je mets 18. Échappe, 2.wq, autorisé, crontab L, et là on voit que il est bien à 18h30. Et donc, on va regarder le cronlog en continu pour voir si à 18h30, on va bien avoir l'extraction qui commence toute seule. Donc là, 18h29, ça devrait pas tarder. C'est long, une minute. 18h30. Et ça fonctionne tout seul. On a donc une pipeline entière avec une extraction en Python, un stockage dans une database, une activation de la donnée à travers un BI tool et une orchestration de cette extraction avec un crontab. J'espère que ça vous a plu. Et depuis cette base, on va pouvoir développer plein d'extensions du projet. Que ça soit de l'enrichissement de données avec YouTube, par exemple, un processus de transformation de données en utilisant DBT directement sur SQLite. On peut activer la donnée de plein de manières, la connecter avec Excel, avec un LLM. On va voir ensemble ce qui vous intéresse le plus et on développera toutes ces vidéos ensemble. Donc pour finir, on va juste rapidement revoir tout ce qu'on a fait ensemble. Donc on a commencé avec le Notion template que vous avez dupliqué dans votre environnement et que vous avez peut-être rempli avec vos propres ressources. On a ensuite activé l'intégration Notion qui nous a donné le secret qu'on a utilisé dans nos connexions API. On a créé un directory, donc un environnement, depuis lequel on a créé une variable .env pour avoir nos secrets et un environnement Python. On a commencé à explorer l'intégration avec Python à travers des Jupyter Notebook pour comprendre un peu mieux comment l'API de Notion fonctionnait. On a créé notre script Python final qui faisait l'extraction et qui écrivait dans SQLite, dans le même directory. On a ensuite connecté Metabase avec Docker
et on l'a connecté à SQLite. Et enfin, on a fini avec un script d'exécution et de cron. C'était intense, c'était beaucoup de choses, on a vu beaucoup de technologies différentes et si c'est la première fois que vous faites ce genre de projet, c'était peut-être beaucoup à prendre d'un coup. Mais je pense que c'est à travers des projets tels que celui-ci qu'on apprend réellement comment fonctionne une pipeline d'ETL. Et que vous soyez data analyst, aller vers le data engineering ou même vers le développement de logiciels, je pense qu'il est important de pouvoir comprendre ce genre de projet de manière autonome. Et aussi, je trouve ça très motivant parce que ce genre de projet ouvre les portes à votre créativité et à vous de créer vos propres projets. Si t'es arrivé là, c'est que t'as fini la vidéo et je te félicite. J'espère que ça a été utile, que tu as appris beaucoup de concepts, que tu as réussi à le faire marcher et surtout que ça t'a ouvert les portes vers tout un monde de projets portfolio ou même personnels que tu peux réaliser. Je te remercie pour ton temps. Si tu as trouvé ça utile, fais-le moi savoir et abonne-toi parce que je vais faire plein d'autres vidéos où on va pouvoir agrandir cette pipeline de données. Je te dis à bientôt. Ciao!